Bien, bonjour à tous, bonjour aux personnes qui se sont déplacées jusqu'au CAUE, bonjour à nos amis qui sont en ligne. Donc, je déclare ouverte la 13e table ronde du CAUE. Vous savez que l'année dernière, en 2025, après Chido, nous avons créé cette table ronde afin de rompre le cloisonnement entre les professionnels, les personnes qui sont intéressées à la reconstruction. C'est la première en 2026. Et nous avons un invité de marque, Christophe Millet, qui est président du Conseil national de l'Ordre des architectes. Et nous allons traiter aujourd'hui d'une question qui est importante, qui est la prise en compte du changement climatique et des risques dans le cadre de la reconstruction et du développement de Mayotte. C'est quoi ce problème qui vient s'ajouter aux questions de la construction ou de la reconstruction? C'est d'abord un problème qui est posé en termes d'habitabilité de l'île. En 1976, quand les Mahorais ont choisi de rester français, nous étions 43 000. Nous sommes aujourd'hui entre 300 et 400 000. Et la perspective vers 2050, c'est plutôt 500 000, voire plus. La diapo suivante. Voilà. Et qu'est-ce qui vient grever justement l'habitabilité? Eh bien, ce sont des aléas majeurs ou des aléas qui sont certains cartographiés, comme on le verra tout à l'heure, ou des aléas qui ne sont pas cartographiés, mais qui jouent aussi sur l'habitabilité. Il y a le dérèglement climatique, comment il se traduit ici en particulier. Nous étions à 8 jours à 32 degrés par an en 1960, et on est maintenant à 49 jours par an. Donc en 40 ans, on a multiplié par 6 le nombre de jours où il fait très chaud. Il y a les cyclones, il y a la pluie, il y a les séismes. Il est né un volcan en 2018 sous la mer à proximité. Les séismes, ça provoque la liquéfaction des sols à certains endroits, c'est-à-dire que le sol devient meuble. Le retrait du trait de côte qui est lié à la montée des océans, la submersion par la houle cyclonique, c'est ce qui accompagne les cyclones, la submersion par débordement de cours d'eau quand il y a des pluies importantes, le glissement de terrain, les chutes de blocs. Il y a aussi des questions relatives à l'envasement du lagon qui vient étouffer les coraux, par exemple, et donc qui engendre une perte de biodiversité. Et on a une crise de l'eau, puisque vous le savez, nous sommes tous soumis à un régime de rationnement où tout le monde chez soi a au moins 2 ou 3 jours dans la semaine où il n'y a pas d'eau. Voilà. Et ce n'est pas un aléa, la démographie en soi. Sauf que le fait d'être plus nombreux, c'est plus de consommation et c'est plus de déchets. Et c'est aussi une répartition du foncier qui devient complexe. La diapo suivante. Voilà. Donc vous voyez par exemple sur cet extrait d'une carte de Mayotte, tout ce qui est en couleur, c'est un aléa. Soit un aléa de mouvement de terrain, soit retrait du trait de côte, soit inondabilité, etc., etc. Et si vous cherchez bien, vous allez trouver 10% de foncier qui n'a pas d'aléa. La diapo suivante. Voilà. Et donc, il y a aussi des aléas qui ne sont pas cartographiés, mais qui sont présents, comme le cyclone, et on voit les dégâts que ça provoque. La diapo suivante. On voit ce que font les glissements de terrain. Vous voyez, par exemple, ces maisons qui ont des fondations qui ne sont pas adaptées, eh bien, elles se fendent. Elles se fendent là horizontalement. Vous voyez l'autre légèrement en diagonale. La diapo suivante. Et donc la question se pose de savoir comment construire, avec quels matériaux, et est-ce qu'on peut monter en étage, vu que quand on est soumis au cyclone, plus on est haut, plus on est fragile. Et est-ce qu'il faut du béton et de la tôle ou autre chose? La diapo suivante. Le CAUE, pour ne parler que de lui, depuis Chido, a lancé une campagne
d'accompagnement des familles qui voulaient reconstruire. On a fait un diagnostic et des recommandations. On en est à 280 familles. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que l'habitat que nous visitons, pour l'essentiel, non seulement il a subi Chido, mais déjà il est insalubre, parce qu'il est mal ventilé, parce qu'il y a de l'eau qui pénètre à travers les dalles de béton ou les murs de béton. Il manque souvent de soutènement, les fondations sont aléatoires. La diapo suivante. Donc qu'est-ce qu'on a pour garantir l'habitabilité? C'est d'abord garantir que le logement de tous soit sur des zones sans aléas ou d'aléas faibles et moyens qu'on peut maîtriser. Donc on retrouve ces questions des aléas dans les PPRN qui sont en cours d'élaboration. Il faut savoir que sur 17 communes, il y en a actuellement juste 6 qui sont adoptées, alors que vous avez vu sur la carte, tout le territoire est impacté. Il y a un SAR qui est en cours d'élaboration depuis des années et qui aurait dû précéder les PLUI, mais qui pourra donner aussi des orientations par rapport à cette question de l'habitabilité et probablement amener à des révisions des PLUI. On a comme moyen pour localiser ou délocaliser les constructions qui sont dans des zones d'aléas forts, la préemption. On a un moyen pour répondre qui est la densification et la surélévation pour optimiser le foncier qui est rare et complexe. Et on a aussi dans la loi climat-résilience la préoption résilience qui est applicable aux zones exposées à l'érosion côtière. Mais ce que l'on constate aussi dans le contexte post-Chido, c'est qu'il y a eu une baisse considérable des savoir-faire locaux pour la construction. Et on voit bien, par exemple, nous commençons une nouvelle phase qui est d'accompagner les gens qui sont en construction pour la reconstruction. Et on voit bien que les artisans recommencent comme avant et ne tiennent pas compte des nécessités pour parer aux cyclones. Donc il faut lutter contre l'illettrisme, il faut développer la formation initiale et continue, accompagner les TPME et PME, on pourra revenir sur ce sujet, soutenir les filières de matériaux locaux. Et l'objectif qu'on pourrait se donner après Chido, c'est de revenir à un niveau d'emploi qui soit le même que la métropole. Ici, on est qu'à 32%. La métropole, le taux d'emploi des 15-64 ans, il est de 74,4%. C'est une différence considérable. La diapo suivante. Voilà, on sait maintenant que construire, c'est une démarche scientifique et que pour faire face au climat, à l'élévation de la température, il y a quand même des règles assez simples, applicables, comme avoir des logements traversants, protéger les toitures, faire des panneaux solaires, récupérer les eaux de pluie. Diapo suivante. Voilà. Alors on a un exemple assez vertueux qui a été adopté par la CADEMA, qui est un PLUI dans lequel les pétitionnaires, qui sont les plus vertueux, par exemple, qui n'utilisent pas la pleine terre juste au minimum. C'est-à-dire que si vous êtes sur une parcelle où vous devez faire réglementairement au moins 100 mètres carrés de terre pleine, mais vous allez en consommer, en réalité, vous allez en laisser 250. Les 150 mètres carrés sur lesquels je n'ai pas construit, j'ai le droit de les reporter en surface de plancher au-dessus de la hauteur plafond. Voilà, la diapo suivante. Et on voit récemment des particuliers qui apprennent à construire dans cette démarche. Là, c'est une maison, c'est un couple d'agriculteurs. Vous voyez que le rez-de-chaussée, qui est un peu invisible, il est protégé de la chaleur par la végétation, qu'ils ont fait une double façade avec une paroi en bois. Ce que vous voyez, c'est 1 mètre avant la façade. Et un toit, donc un couvert ouvert, où on peut aller faire des activités sur le toit. Voilà. Alors maintenant, je vais donner la parole. Donc on a cadré le sujet à Henri Bedja, qui va animer cette table ronde jusqu'à sa fin.
Merci à vous, monsieur le directeur, monsieur Dominique Tessier. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire consacré à un enjeu majeur pour notre île. Vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur Tessier, prise en compte du changement climatique et des risques dans le cadre de la reconstruction et du développement de Mayotte. Cette table ronde s'inscrit plus particulièrement dans le cadre du déplacement à Mayotte de monsieur Christophe Millet, président du Conseil national de l'Ordre des architectes, qui est à ma gauche. Bonjour monsieur. Alors vous avez souhaité engager un temps d'échange et de réflexion collective sur les enjeux d'adaptation du territoire avec l'appui des équipes de monsieur Dominique Tessier, directeur du CAUE de Mayotte. Sachez que nous aurons 2 temps. Nous avons structuré cet échange en 2 temps. Une première partie rétrospective pour tirer les enseignements de l'événement climatique Chido. Ensuite, une seconde partie plus prospective tournée vers les solutions d'adaptation au changement climatique à Mayotte. Et pour tirer des enseignements concrets de la crise pour mieux préparer l'avenir, je vous présente les intervenants de cette première séquence, à commencer par vous, Bastien Hervy. Vous êtes ingénieur risque naturel au BRGM. Bonjour. À vos côtés, nous avons Mariam Locat, conseillère nationale de l'Ordre des architectes. Bonjour madame. Et également monsieur Nicolas Vivet, directeur de l'immobilier et de la logistique au rectorat de Mayotte. Et pour commencer, nous allons débuter maintenant, nous n'allons pas tarder. Je propose de revenir sur l'action menée après Chido et sur la lecture globale, on va dire, des risques à Mayotte avec vous, Bastien Hervy, ingénieur risque naturel au Bureau des recherches géologiques et minières, le BRGM. Vous avez 5 à 6 minutes pour nous donner votre point de vue et surtout la position du BRGM. On vous tend le micro, c'est parti. Donc, bonjour à tous, je suis Bastien Hervy, ingénieur en risque naturel au BRGM. Donc, c'est le service géologique national qui est présent à Mayotte depuis un peu plus de 20 ans maintenant et qui travaille essentiellement sur 3 thématiques qui sont la géologie, l'hydrogéologie et les risques naturels. Donc c'est cet aspect qu'on va un petit peu développer aujourd'hui. Comme l'a dit monsieur Tessier, Mayotte, c'est un territoire qui est fortement exposé aux risques naturels. Donc sur les aléas principaux, il y en a 7 sur 8 qui sont présents à Mayotte, la seule exception étant les avalanches. Et donc il y a plusieurs cartes d'aléas qui existent. Et il y a à peu près 92% du territoire qui est exposé à au moins un aléa. Et si on rentre dans le détail, il y a même 45% du territoire qui est soumis à un aléa fort. Donc ça représente quasiment la moitié du territoire. Au niveau du BRGM, on travaille principalement sur trois risques naturels à Mayotte. Donc ça va être tout ce qui est risque gravitaire, donc les mouvements de terrain, les risques littoraux et également les risques sismo-volcaniques. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart du temps, ces risques naturels, ils ne sont pas indépendants les uns des autres. On pourrait même dire qu'ils sont interconnectés. Donc l'exemple qui a été visible à Mayotte ces dernières années, le principal, c'est le cyclone Chido et la tempête tropicale d'Ikeledi. Donc c'est des phénomènes climatiques majeurs qui a entraîné une pluviométrie très importante. Et cette pluviométrie, elle a déclenché, par exemple, une grande quantité de mouvements de terrain à Mayotte. C'est sur cet aspect que je vais un petit peu plus développer aujourd'hui, étant donné que c'est l'aspect sur lequel le BRGM a été principalement sollicité en post-crise. Donc je vous fais juste un petit rappel rapide du contexte météorologique. Donc Chido est passé sur Mayotte le 14 décembre 2025. Donc au stade de cyclone tropical intense. Donc on a eu des vents très forts qui dépassaient les 200 km, parfois 250 km/h, et également une pluviométrie assez conséquente, donc parfois plus de 170 mm de pluie à Vaïbé par exemple sur une courte période de 12 heures. Quelques semaines après, un petit peu moins d'un mois après, on a eu la tempête tropicale d'Ikeledi qui est passée sur le territoire, donc qui est passée au stade de tempête, donc avec des vents moins importants, mais avec des rafales qui pouvaient atteindre quand même 90 km/h.
Et la particularité de la tempête tropicale Dikeledi, ça a été une pluviométrie très forte, donc notamment dans le sud qui généralement est un petit peu moins exposé à une forte pluviométrie. Donc en moins de 2 jours, on a eu plus de 200 mm de pluie dans le sud, et même dans des coins comme Bouigny par exemple, on a pu avoir 350 mm de pluie. Donc cette forte pluviométrie, c'est un des facteurs principaux de déclenchement des mouvements de terrain, et c'est donc pourquoi le BRGM a été sollicité en post-crise. Donc le BRGM a été sollicité dans le cadre de ses missions d'appui aux politiques publiques par la DEALM et a réalisé des expertises terrain pour la gestion du risque lié à ces phénomènes. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand on intervient sur des mouvements de terrain comme ça, la plupart du temps, c'est des mouvements de terrain qui impactent ou bien qui menacent un bâtiment. Et donc le but du BRGM dans ce cadre-là, c'est d'évaluer le risque résiduel et si nécessaire, d'émettre des recommandations de sécurisation. Donc ce qu'on a cherché à faire, c'était un peu à caractériser les événements auxquels on était confronté. Donc on a eu à peu près 55 expertises qui ont été réalisées. Donc en soutien de l'équipe locale, on a eu des membres du BRGM de Métropole ou bien même de La Réunion qui sont venus en appui à notre équipe. Et donc sur ces événements, on a quantifié 17 cas de chute de blocs, 23 glissements de terrain, mais aussi 5 phénomènes d'érosion de berge et 4 phénomènes d'érosion ou de recul du trait de côte. Et donc dans tout ça, il y a 14 situations qui ont requis des situations de péril imminent, donc qui ont conduit ensuite à l'évacuation préventive des populations pour leur sécurité. Donc ce qu'on a pu faire comme bilan et comme retour d'expérience sur ces événements, c'est que le facteur principal de déclenchement de ces mouvements de terrain, c'était la pluviométrie importante liée au passage de Chido et de Dikeledi. Ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est qu'il y a des facteurs de prédisposition très forts sur le territoire mahorais. Donc je pense par exemple aux fortes pentes qui sont présentes la plupart du temps, mais également aussi à la lithologie. Donc généralement à Mayotte, ce qu'on a comme sol, c'est des roches volcaniques qui sont souvent très altérées et donc propices au déclenchement de mouvements de terrain. Après, il y a un autre facteur qu'on a pu remarquer, c'est les facteurs qu'on appelle aggravants. Donc là, la plupart du temps, c'est des facteurs anthropiques. Donc par exemple, on va avoir souvent des constructions qui ont été effectuées sur des remblais de mauvaise qualité ou qui n'ont pas été dimensionnés, donc qui peuvent être mal compactés et donc plus propices à des dégâts. On a aussi pu remarquer une mauvaise gestion des eaux de ruissellement. Donc on le voit souvent à Mayotte, en période de forte pluie, il y a beaucoup d'eau qui ruisselle. Et donc ces eaux de ruissellement, si elles se concentrent à un seul endroit, dans un versant, une forte pente, ça peut avoir un impact sur le déclenchement des mouvements de terrain. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est beaucoup de zones de terrassement. Donc des terrassements qui ont été réalisés par l'homme, qui n'ont pas du tout été dimensionnés de manière géotechnique. Et ces terrassements, en fait, ils peuvent conduire à des déstabilisations en pied de pente. Donc si je peux conclure, ce qu'on a cherché à observer ensuite, c'était un peu la cohérence de la localisation de ces événements par rapport aux cartes d'aléas existantes. Et donc ce qu'on a pu remarquer sur nos 55 expertises, c'est qu'il y a plus de 97% de ces expertises qui en fait ont été localisées dans des zones d'aléas mouvement de terrain, soit moyens, soit forts. Merci à vous, monsieur Bastien Hervy, donc ingénieur au BRGM. D'abord, nous ferons un tour de table avec nos 3 intervenants et à l'issue, celles et ceux qui souhaitent poser des questions ou apporter leur contribution seront les bienvenus. Et à présent, nous allons céder la parole à monsieur Nicolas Vivet, directeur de l'immobilier et de la logistique au rectorat de Mayotte. L'Académie de Mayotte, nous le savons, a été confrontée aux impacts de la catastrophe dans le champ éducatif, mais aussi social notamment, au-delà des infrastructures immobilières. Bonjour à tous et à toutes. En effet, au lendemain de la catastrophe du cyclone Chido, c'est le moment du diagnostic, quand il faut faire remonter auprès de Madame la rectrice, auprès de la préfecture, alors
où est-ce qu'on en est sur l'état du bâti. Et là, en fait, se pose déjà une double problématique. La première problématique, c'est tout simplement quel est le cadre méthodologique dans lequel il faut travailler. On n'a pas les outils pour cela. Heureusement, assez rapidement, en fait, il y a les architectes de l'urgence qui sont arrivés sur le terrain et avec qui on a pu repréciser ces éléments. Et puis, une fois que cette méthodologie a été calée, alors c'est pas sans peine non plus, ça nécessite des allers-retours, de savoir à quelle granulométrie on a envie de travailler. Et ben c'est le faire. Et faire ces diagnostics, c'est jamais évident quand les moyens de communication sont défaillants, quand les moyens de déplacement sont défaillants, quand la logistique est défaillante, quand voilà. Et donc ça amène un certain nombre de difficultés de mise en œuvre. Et quand on est sur un système de crise, eh ben, on veut avoir l'information tout de suite. Et c'est la notion de temporalité, bah, finalement on l'a pas, et donc ça rajoute de la complexité à ces opérations. Je ne redonnerai pas les chiffres qui ont déjà été passés dans la presse et que tout le monde connaît bien en termes de nombre de mètres carrés détruits, tout ça. Donc c'est pas forcément ça qui est le plus intéressant aujourd'hui. Mais ce que je voulais préciser, c'est également que à cette crise que je préfère qualifier d'ailleurs de catastrophe que de crise, parce qu'en fait on avait des difficultés, on va dire, sur toutes les strates que j'ai précisées tout à l'heure, c'est rajouter des pillages. C'est rajouter, en tout cas pour le rectorat, de l'accueil de populations qui étaient extrêmement défavorisées, qui naturellement se sont regroupées dans les gymnases, les lycées. Je pense au lycée Bamana, je pense au collège de Msangamouji. Et là-dessus, le rectorat a vite été assez dépourvu, parce que c'est pas notre métier, tout simplement, d'accueillir des populations, des centaines de personnes, d'accueillir des familles, des enfants, des femmes qui dorment sur place, qui vivent sur place. C'est de la logistique, ils ont des besoins naturels, et voilà. Et donc c'est là aussi tout l'enjeu de ces crises-là, qui sont un ricochet. Voilà, très bien. Merci à vous, Monsieur Vivet. Alors, quand on parle, passez le micro s'il vous plaît, quand on parle de Chido, on pense à la gestion de crise, à l'intervention des forces de la sécurité publique et aussi des architectes de l'urgence. De votre côté, Mariam Locat, vous qui êtes conseillère nationale de l'Ordre des architectes, de suite, vous êtes intervenue sur le terrain avec d'autres spécialistes. Quel regard portent les architectes en règle générale sur la gestion de catastrophes dans l'urgence, telle que Chido? Exactement. Moi, je remercie à Bastien et Nicolas pour leur intervention. Moi, je vais donc revenir non pas sur les effets de l'événement, que vous connaissez bien, puisque je reconnais dans la salle des architectes, confrères et consoeurs, qui sont eux-mêmes étaient actifs dès la phase de post-Chido, mais sur le rôle majeur et spécifique des architectes, que les architectes peuvent jouer dans les jours qui suivent une catastrophe. Et au moment où se pose une question très concrète, est-ce qu'un bâtiment peut rouvrir sans danger? Donc, comment ça s'est organisé? Le Conseil national de l'Ordre des architectes et le CROA, le Conseil régional de l'Ordre des architectes Réunion Mayotte, ont dû coordonner une mission, prendre des décisions collectives en situation d'urgence, car il y avait des architectes volontaires à La Réunion qui pouvaient venir ici en renfort et en appui aux architectes locaux. Donc, quelques jours après le passage du cyclone Chido, j'ai donc pu rejoindre moi aussi cette mission, aux côtés des architectes de l'urgence et des architectes maoris sur place qui avaient déjà commencé les diagnostics. Notre rôle n'était pas de reconstruire immédiatement, mais de produire dans un temps très court
une expertise sur l'état du bâtiment existant. Autrement dit, décider si un bâtiment peut rouvrir, accueillir du public ou s'il présente un risque structurel. En situation post-catastrophe, cette décision est critique parce que rouvrir trop tôt un bâtiment peut mettre des vies en danger. Mais rouvrir trop tard peut empêcher l'accès à des services essentiels, comme se loger, se soigner, se scolariser. Donc les écoles ont été identifiées comme des bâtiments prioritaires, car rouvrir une école, c'est recréer un espace sécurisé, rétablir une forme de normalité pour la population. Donc en 10 jours, nous avons réalisé plus de 200 diagnostics d'établissements scolaires. Ces évaluations ont permis de sécuriser certains bâtiments, d'en interdire l'accès à d'autres et de planifier des travaux nécessaires avant leur réouverture. Nous sommes également intervenus sur le centre hospitalier de Lille. Excusez-moi. Je disais que nous sommes aussi intervenus au centre hospitalier. Donc le rôle des architectes dans ce contexte est aussi d'identifier les risques invisibles qui peuvent compromettre la sécurité des occupants dans les jours ou les semaines suivant la catastrophe. Donc l'intervention en urgence ne consiste pas uniquement à constater des dommages, mais à décider dans un temps très court si un bâtiment peut être utilisé en toute sécurité ou non. Donc nous, en fait, c'était des diagnostics en binôme sur site avec des fiches à remplir où, à la fin, on devait dire si c'était réutilisable ou pas. Donc on engage aussi notre responsabilité. Après le passage d'un cyclone, le travail de l'architecte ne porte pas sur la conception, comme vous avez compris, mais sur la protection des vies humaines et la remise en service rapide des équipements essentiels. Et donc, l'expérience de Chido montre que l'intervention sur le bâti existant, dans les premières semaines suivant une catastrophe, repose sur les compétences très spécifiques, dont l'architecture. Pour conclure, je voudrais aussi parler de la gestion de crise, qui repose sur des compétences très concrètes liées au bâtiment existant, diagnostiquer rapidement un bâtiment, comprendre ses pathologies, évaluer son niveau de sécurité d'usage. Mais aujourd'hui, cette mobilisation repose encore largement sur l'engagement volontaire des professionnels, comme vous et moi. C'est tout le sens du plan stratégique sur les risques majeurs voté par le Conseil national de l'Ordre des architectes en décembre 2024. Dans ce cadre, un protocole national de gestion de crise est actuellement en cours d'élaboration avec le ministère de l'Intérieur. Donc, l'objectif est de passer d'une mobilisation ponctuelle à une mobilisation coordonnée, assurée et reconnue du bâtiment au territoire. Parce qu'on se rend bien compte, une fois qu'on arrive sur place après une catastrophe, si l'action n'est pas coordonnée, elle n'est pas organisée, elle ne sera pas efficace. Donc là, c'est tout l'enjeu en fait, du Conseil national, de mettre ça en place. Très bien. Et de former aussi les architectes de manière à ce que, lorsqu'il y a une catastrophe à l'échelle de chaque territoire, comme il y a eu récemment des inondations dans l'Hexagone, c'est qu'il y ait des architectes qui soient formés et prêts à intervenir avec toute une logistique qui soit prête. Ah, très bien, merci à vous, Mariam Locat. Je rappelle que vous êtes conseillère nationale de l'Ordre des architectes. Je vous propose de garder le micro et dans un second temps, de manière plus synthétique avec les trois intervenants. Alors, au-delà de cette coordination, quels enseignements majeurs tirer de Chido pour mieux anticiper les éventuelles catastrophes à venir, entre guillemets? Alors, c'est une vaste question. Alors, il y a 3 temps. Il y a avant une crise, pendant la crise et après la crise. C'est le temps long de la réflexion qui ne doit pas être un temps de l'urgence en permanence parce que sinon, on va pas produire de la qualité. Et l'objectif, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de ne pas reconstruire de la même façon. Donc, c'est se donner le temps d'analyser toutes ces données de diagnostic qu'on a pu faire pour justement s'en servir et proposer un projet qui prend en compte toutes ces faiblesses qu'on a pu voir. Et même si vous venez en complémentarité avec les équipes présentes à Mayotte, vous avez un autre regard parce que vous n'avez pas subi ce traumatisme. Peut-être que vous êtes beaucoup plus efficient
On peut dire ça Alors, comme ça? mon regard, il est différent, oui et non, parce que moi, je suis originaire de La Réunion. Et nous, on a la culture du cyclone. Contrairement à Mayotte, qui n'avait pas cette culture du cyclone, puisqu'ils n'en avaient pas eu un cyclone aussi ravageur depuis plusieurs années. Donc, effectivement, nous, on a cette culture à La Réunion. À l'annonce d'un cyclone, il y a plusieurs phases. Il y a des alertes qui nous permettent de se préparer. Donc, on a, nous, à La Réunion, l'habitude de se préparer, des bons gestes en fait qui font que on va se protéger. Et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ici, il y a eu vraiment l'effet de surprise pendant ce cyclone et qui a fait que ils n'étaient pas du tout préparés et c'était très catastrophique dans ce sens-là. Parce que quand on est préparé, on peut déjà il y a quand même quelques Prévoir, gestes simples. anticiper. Voilà. Fermer ses volets ou voilà. Parce que souvent, c'est quand il y a une porte ou des volets qui cèdent et le vent s'engouffre et hop, le toit s'en va et les dégâts sont énormes. À côté de vous, nous avons Monsieur Bastien Hervy. Même question. Quels enseignements majeurs tirés d'une catastrophe telle que Chido à Mayotte? Alors, d'un point de vue scientifique, l'idée, ce serait de continuer à développer les connaissances autour des risques naturels. Donc, je pense notamment aux cartes d'aléas qui existent, mais il y a beaucoup de nouvelles méthodologies qui arrivent de ces dernières années et qui amènent plus de précision. Donc, ce serait continuer à développer les connaissances pour pouvoir mettre à jour ces cartes d'aléas et être plus précis. Ça pourrait notamment aider dans une situation de crise à cibler directement les sites les plus à risque. Il faudrait aussi intégrer le changement climatique. Donc ça, je pense, pour les risques littoraux, c'est un peu plus facile, étant donné qu'on a plus de données ces dernières années, notamment sur tout ce qui va être la montée des eaux. Donc c'est des données qui vont nous permettre d'intégrer le changement climatique et de mieux visualiser ce qui pourrait se passer dans les années et décennies à venir. Et également, il faudrait aussi continuer à développer la culture du risque, comme vous le disiez. Donc ça va passer par des événements qui sont déjà en train de se mettre en place ou qui ont déjà été mis en place cette année, donc notamment tout ce qui va être journée de la résilience. Il y a des caravanes de la résilience qui ont été mises en place à Mayotte aussi l'année dernière. Et il y a des sites internet qui sont en train de se développer, donc notamment le portail du risque qui est géré par Amani à Mayotte. Très bien. Quand vous parlez de cartes d'aléas, où est-ce qu'en est ce travail actuellement? Alors les cartes d'aléas existent, donc pour tout ce qui est mouvement de terrain, risques littoraux, les cartes d'aléas existent, mais comme le disait Monsieur Tessier, elles ne sont pas forcément approuvées. Donc elles existent, elles sont portées à connaissance et elles sont valables, mais elles ne sont pas forcément approuvées et c'est un travail qui est mené en ce moment pour pouvoir les approuver sur tout le territoire. Vous disiez, Monsieur Tessier? Divulguer, vulgariser, expliquer, voilà. Vers la population, des démarches de proximité. Forcément. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Bastien Hervy. Et je vais céder la parole au rectorat Nicolas Vivet, directeur de l'immobilier et de la logistique à l'Académie de Mayotte. Alors, quels enseignements tirer de cette catastrophe? Pour prolonger l'idée de la culture du risque, évidemment, il y a eu des rétex à différentes échelles qui ont abouti aussi à des fiches actions. Par exemple, au rectorat, on est en train de déployer aussi ce qu'on a appelé des safe rooms, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, quand on est au sud de l'île et qu'il y a des mouvements sociaux qui bloquent, par exemple, la circulation, il faut qu'on continue à pouvoir communiquer, il faut qu'on continue à pouvoir se voir et donc on est en train de déployer ce type de dispositif et avec une vision, on va dire, la plus transversale parce qu'on parle de sûreté, on parle de sécurité, on parle de logistique. Et puis un autre enjeu qui a peu été soulevé, c'est la notion de data. Et je pense que toute la gestion du risque passe également par
par la gestion du data et que ça soit centralisé, que ça soit bien documenté aussi au quotidien. Et donc c'est à la fois en amont pour avoir une bonne cartographie du quotidien, que ce soit sur les risques naturels ou autres, que ce soit aussi sur le bâti, mais aussi au moment de la crise. Parce qu'en fait, il faut absolument colliger un certain nombre d'informations avec une méthodologie éprouvée pour que les décideurs, on puisse en avoir une supervision de manière instantanée et avec un flux en temps réel d'informations. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore un axe de progression fort. Très bien. Et à présent, nous allons ouvrir un temps de parole. Si vous avez des questions, celles et ceux qui sont présents ici au CAUE d'Imbény ou encore à distance, vos questions sont les bienvenues. Nos intervenants sont là et prêts à répondre à toutes vos questions. Une question peut-être pour Madame Locat ou bien Monsieur Hervy dans le public. Une question ? D'accord. Alors, au-delà du salut, peut-être juste derrière, des mains levées. En ligne. Ou Monsieur Millet. Oui. Bien sûr, je vous cède mon micro. Merci. Oui, une question. Est-ce qu'il y a un rapport qui est en train de s'établir entre les cartes des risques et les documents d'urbanisme des PLU comment ces documents se croisent et comment ce document qui est la carte des risques devient un document politique, c'est-à-dire un document stratégique de développement de l'île. Est-ce qu'il y a un projet autour de ça ? On prend le micro, c'est plus rapide. Voilà. Alors, c'est des réflexions qui sont en cours tout à fait pour essayer de corréler toutes ces informations. C'est des réflexions qui sont en cours. Et il y a des réflexions qui sont menées entre plusieurs opérateurs pour monter des projets qui pourraient, à terme, amener plus d'informations sur la vulnérabilité des territoires. Donc en croisant toutes les données, toutes les datas qu'on a sur le risque, sur les habitations et sur la population à tel ou tel endroit. Alors, on a parlé tout à l'heure d'anticipation, on a parlé de communication vers le grand public. Est-ce que après un an après Echido, au niveau du BRGM ou au niveau des services de l'État, il y a eu des échanges avec les collectivités territoriales dans le cadre de cette communication publique ou pas ? Il y a eu des échanges avec les collectivités, oui. Après, ça passe surtout pour la culture du risque par la communication auprès du grand public. Donc ça, c'est des projets dont je te parlais tout à l'heure, qui ont été menés par la DEALM notamment et la FPCNT. Notamment le portail risque naturel. Le portail des risques et surtout tout ce qui va être journée de la résilience et les caravanes de la résilience qui avaient vocation à se déplacer un peu partout dans Mayotte. Parce que donc communiquer c'est bien, mais des fois on a tendance à se limiter à Mamoudzou. Donc là, l'importance de ces caravanes, c'était de se déplacer justement dans chaque communauté de communes pour aller à la rencontre du public scolaire, mais également du grand public. Mais justement, par exemple, le public scolaire aujourd'hui, de plus en plus, on va dire, éveillé et aiguisé par rapport à cette problématique liée au climat, quelles sont les questions les plus qui reviennent le plus souvent ? Alors, il y en a pas mal. Ce qui revient le plus souvent, ça va être les questions. Nous, on aborde pas mal le sujet volcanique, le risque volcanique dans nos communications auprès du public scolaire. Et donc, ils sont très curieux de savoir ce qui s'est passé. Parce que la plupart, pour tout ce qui est collégien, ils étaient très jeunes quand il y a eu l'éruption volcanique du Fani Maoré et les séismes en 2018, tout à fait, et les séismes qui ont été liés. Donc ils sont très curieux par rapport à tout ça et ils nous posent pas mal de questions sur est-ce que ça pourrait se reproduire, qu'est-ce qui se passerait à Mayotte si c'était le cas. Encore une question, Monsieur Tessier. Oui, ce que je voulais dire, parce que nous, on est un organisme de sensibilisation, donc on est très concerné par ces questions, c'est qu'il y a la cartographie des risques, c'est le premier niveau. Mais vous avez des cartes, si les gens ne sont pas informés, elles sont inopérantes.
Aujourd'hui, on peut dire que les professionnels, les maîtres d'ouvrage, les architectes, les ingénieurs, ils connaissent, ils ont une opération à faire, ils vont consulter, etc. Mais la majorité de la population de Mayotte qui habite sur une zone d'aléa fort, elle ne le sait même pas. Donc je ne sais pas ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut prendre des craies et aller délimiter les zones? Mais enfin, je veux dire, c'est juste une représentation quand je dis ça. Mais c'est ça le sujet, c'est que les gens soient informés que là où ils sont, ils courent des risques. Soit de l'inondabilité, soit de glissement de terrain, soit etc. Tout le monde est exposé aux cyclones et aux séismes, mais ça, c'est à part, je dirais. Mais sur ce point-là, dans le sujet que j'ai introduit tout à l'heure, l'habitabilité, ben, l'habitabilité, c'est ne pas habiter sur un secteur d'aléa fort. Et donc, comment on gère le foncier par rapport à cette question? C'est ça qui est posé aujourd'hui pour les années à venir, 2050, fin du siècle. Ah ouais, et même Voilà. plus. Comment les gens qui sont exposés au retrait du trait de côte, on connaît bien ça en métropole, mais on le connaît ici aussi, comment on va faire pour que ces gens-là soient relogés ailleurs? Parce que c'est ça, il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Nous avons monsieur qui souhaite aussi apporter sa contribution. Bonjour. Aussi, d'accord. Oui, bonjour, je suis M. Hervé Pierre, bureau d'études stratégie bois, 42 ans de Mayotte, formateur à la Musada de la coopérative il y a très longtemps. J'ai formé des dizaines de charpentiers. Et je voudrais savoir qui est-ce qui pourrait intervenir auprès du préfet, qui nous fasse un petit arrêté préfectoral pour modifier les bases de calcul pour le vent, que ce soit imposé dans l'île, là, maintenant. Parce qu'actuellement, je vois des chantiers publics, d'accord, des chantiers ou de grosses boîtes de BTP, je ne donnerai pas les noms, qui s'amusent à reconstruire en appliquant la vieille règle Mayotte, 30 mètres secondes. Alors qu'un simple arrêté préfectoral, le préfet a le pouvoir de le faire, comme il peut le faire pour les termites. D'ailleurs, il faudrait qu'il le fasse, parce qu'il n'a pas encore fait à Mayotte. Mayotte n'a pas de termites, d'après la préfecture. Mais qui est-ce qui pourrait intervenir pour que la préfecture fasse un arrêté préfectoral et qui impose ça immédiatement? Parce que je vois en reconstruction, nous, on pilote des chantiers de reconstruction, des dizaines de chantiers. Les entreprises qui travaillent avec nous, toutes les notes de calcul sont faites à la norme Réunion, à Région 5. C'est nous-mêmes qui avons modifié nos logiciels de calcul. Mais pourquoi le préfet ne fait pas un petit arrêté préfectoral? C'est très simple. Cela prend à peu près une journée à l'écrire. Et ça veut dire que du jour au lendemain, on bascule vers quelque chose de bien. Que le rectorat puisse imposer ça à ses constructeurs, là maintenant. Parce que c'est quand même pas sérieux. Actuellement, je vois des reconstructions à l'identique. Ça me fait peur. Des pannes en 8-15 qui sont tout juste bonnes pour résister à 150 km, alors qu'il suffit de passer un 8-23. Enfin, c'est simple à faire, mais il faudrait que ce soit imposé là maintenant, il ne faut pas attendre. Et que ceux qui donnent l'exemple, c'est les grosses boîtes, les boîtes, donnent l'exemple aux fundis. Aujourd'hui, les fundis travaillent par mimétisme. Alors si nous, on fait mal, mais ils copient ça. C'est ce principe de la construction. J'ai vécu en Haïti le tremblement de terre, on y était là-bas. C'est du mimétisme. Donc ça veut dire que s'ils copient du bon, c'est du bon. S'ils copient du mauvais, ils continuent à faire du mauvais. C'était ma question. Qui est-ce qui pourrait intervenir pour que le préfet fasse quelque chose? En tout cas, votre question, elle mérite d'être posée. Encore deux interventions. D'abord, celle de Nicolas Vivet. Ensuite, nous avons une personne qui est en ligne avec nous et nous allons clore la première séquence. Je souhaiterais apporter un commentaire par rapport à l'intervention de monsieur. Évidemment, je ne répondrai pas à la question parce que je ne peux pas parler au nom de la préfecture. Par contre, ce que je peux parler, c'est au nom de mon service et c'est vrai que la question du dimensionnement, elle est stratégique et il y a je voulais vous partager deux réflexions. La première, c'est de dire attention à toutes les décisions trop hâtives qui pourraient engager sur du très long terme, là où finalement on a un retour d'expérience relativement limité, voire ponctuel. Et la deuxième chose, c'est que ce surdimensionnement peut avoir un coût, et ce coût, c'est le coût de l'État aussi. Et donc ça veut dire que aujourd'hui, le denier public, on essaye de le dépenser avec la plus grande intelligence. Donc en fait, c'est si on surdimensionne, mais on peut le faire pareil avec le sismique, on peut faire pareil. Enfin, il y a plein de thématiques, hein, mais prenons. Je vais vous demander de conclure, prenons l'exemple là de voilà. Tout ça, en fait, c'est que ça a un coût direct sur le coût de la construction.
Très bien. Une dernière intervention avec une personne, un internaute ou une internaute qui est avec nous en ligne. Bonjour. Vous êtes avec nous, nous vous écoutons. Pourriez-vous allumer votre micro, s'il vous plaît? Je l'ai bien allumé. Ben, très bien, Vous on vous m'entendez? entend. Bonjour madame, vous nous appelez d'où et vous appelez comment? Votre question, s'il vous plaît. Alors, non, c'est pas une question, c'est une contribution de l'ADIL, l'Agence départementale pour l'information au logement à Mayotte. Ben, très bien, Madame on vous Issa écoute. Itati. Donc, Poursuivez. une contribution de l'ADIL. Déjà, en ma qualité de présidente de l'ADIL Mayotte, je souhaite d'abord remercier le CAUE de Mayotte pour cette belle initiative qui permet de croiser les regards entre les acteurs du cadre de bâti, de l'aménagement, du logement et de la prévention des risques, et souhaiter la bienvenue au président du Conseil national de l'Ordre des architectes, Monsieur Christophe Millet. Donc, pour rappel, la DIL Mayotte vient de s'installer à Mayotte. Nous avons eu un agrément de l'État suite à Chido en février 2025. Donc, c'est un service public d'information neutre, gratuit et personnalisé sur le logement. Donc, la DIL Mayotte a toute sa place dans la reconstruction de Mayotte. Il faut rappeler que nous sommes au carrefour des ménages, des collectivités. On travaille avec les bailleurs sociaux actuels connus, la CIM, ALMA, des professionnels du logement. Notre rôle est de sécuriser vraiment juridiquement et financièrement les parcours résidentiels. Je dirais que la question du logement ne peut pas être dissociée des enjeux sociaux, fonciers, environnementaux et des risques naturels. On l'a vu à travers les différentes interventions qu'on a eues juste avant. Il faudra donc rappeler la forte pression démographique qu'on a à Mayotte, l'habitat informel très présent qu'on connaît tous à Mayotte, avec la vulnérabilité aux risques naturels avec Chido et Dikeledi. Donc la DIL Mayotte, qui fonctionne depuis octobre 2025, constate au quotidien une méconnaissance des droits et des obligations, avec une fragilité juridique des situations foncières, donc une nécessité d'accompagnement qui doit être renforcée. En termes de prévention des risques, on ne peut pas reposer uniquement sur des normes techniques. On doit plutôt être comprise, appropriée et socialement être acceptée. Je dirais que la résilience du territoire passera par une meilleure information des habitants, avec un urbanisme adapté, un accompagnement juridique des ménages, ce qui est le rôle de l'ADIL dans tous les départements, parce que beaucoup de ménages construisent sans maîtrise complète des règles d'urbanisme. Il est donc nécessaire de renforcer la pédagogie autour des permis de construire, des règles parasismiques et paracycloniques avec des obligations d'assurance. C'est vrai que la situation de Mayotte aujourd'hui ne le permet pas beaucoup, mais il faut un accompagnement juridique pour que ça soit fait. Je vais vous demander, madame, de conclure rapidement une phrase clé, s'il vous plaît. Oui. Non, c'est pour rappeler que la DIL est un relais d'information en amont pour tous ces projets. Ne pas hésiter à travailler avec nous, nous solliciter ou nous orienter des ménages. Même les collectivités peuvent nous contacter pour des informations liées au logement. Donc, c'est important de mettre en place une coordination entre l'ordre des architectes, les bailleurs, les services de l'État et les acteurs de l'information juridique. Et on est là pour ça. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Donc, nous étions avec la présidente de la DIL. Merci pour cet apport qui va dans le sens de nos réflexions pour aller de l'avant, des réflexions communes qui permettent de prendre les bonnes dispositions, prédispositions pour l'avenir. Nous allons maintenant clore cette première séquence. Merci à nos intervenants, Madame Locat, conseillère nationale
des architectes, c'est cela. Ensuite, Bastien Hervy, ingénieur au BRGM, et Nicolas Vivet, directeur de l'immobilier et de la logistique au rectorat de Mayotte. Merci infiniment. On peut les applaudir. Hein. La seconde partie, maintenant, est tournée vers les solutions d'adaptation au changement climatique à Mayotte. L'idée étant de prolonger les réflexions déjà engagées avec cette question centrale: comment construire une adaptation durable, réaliste et partagée pour Mayotte. Nous aurons 4 intervenants. Nous aurons Monsieur Moussa Atoumani, directeur du développement et de la maîtrise d'ouvrage à la Société immobilière de Mayotte, la CIM. Nous aurons également Céline Wardé, consultante environnement et chez Amani Mayotte, Monsieur le Président du Conseil national de l'Ordre des architectes, Monsieur Christophe Millet, et aussi nous allons vous écouter pour que vous nous reparliez de cette adaptabilité du territoire d'ici 2050, Monsieur Dominique Tessier. Alors, pour commencer, je vais donner la parole à Madame Wardé. Céline Wardé, consultante en environnement au sein de l'agence Amani Mayotte. Alors, dans tout ce qui a été dit, il est nécessaire, et il me semble, de montrer le fait que tout cela doit exister dans un cadre réglementaire et aussi technique. Et c'est là l'objet de votre prise de parole. Absolument, et même je compléterai une dimension aussi stratégique, et je reviendrai tout d'abord. Je tenais juste à remercier Christophe Millet de l'invitation, également le CAUE pour l'accueil. Oui, merci, c'est peut-être effectivement un peu mieux. Oui, pour démarrer ces quelques minutes de réflexion, tout d'abord, et pour poursuivre aussi sur cette dimension d'habitabilité de Mayotte en 2050, simplement vous partagez plusieurs leviers d'action, et qui peuvent être mis en place à plusieurs échelles aussi, plusieurs échelles différentes, et que nous sommes en train progressivement de mettre en place au sein donc de l'agence d'urbanisme et de développement de Mayotte, Amani. Donc c'est peut-être un simple mot pour démarrer sur donc l'agence d'urbanisme, qui est donc une agence d'urbanisme institutionnelle, régie donc par le code de l'urbanisme, et dont ses principales missions, et en découle évidemment avec le thématique de cette table ronde, la prise en compte du changement climatique, les questions de durabilité et d'amélioration du cadre de vie évidemment. C'est dans cette dynamique-là et autour d'une vision que l'on essaie de porter à 360, justement dans un champ d'intervention à la fois transversal et systémique. Je voudrais juste vous donner quelques premiers éléments de réflexion. Le premier qui me semble et qui nous semble important au sein de l'agence, c'est la dimension prospective, justement en lien avec le changement climatique, et notamment et particulièrement dans un contexte d'incertitude, alors d'incertitude liée aux effets du changement climatique, sur l'intensité, la fréquence, en tout cas on en est revenu au début de cette table ronde, et puis également sur toute la dimension de complexité des enjeux désormais à prendre en compte, qui sont à la fois évidemment systémiques, mais aussi cette équation, alors plusieurs variables. On a parlé de production de logement évidemment, au sein d'un foncier limité, avec ces questions de zones évidemment incompatibles, en tout cas sur l'île, prendre en compte aussi toute cette question de la pression démographique, donc en tout cas un objectif de concilier un ensemble d'enjeux dans ce contexte du changement climatique. Et c'est bien le rôle de la prospective de pouvoir éclairer, apporter justement évidemment des éclairages, mais aussi d'accompagner les choix politiques et des décisions justement stratégiques. Et c'est dans cette question-là et dans cette mouvance-là, si je puis dire, que l'agence d'urbanisme de Mayotte démarre justement ses principales réflexions, et notamment dans le cadre d'une mission que nous sommes en train de mener, donc ville et territoire durables et résilients, justement dans le but de questionner et d'apporter aussi évidemment de la réflexion et surtout des pistes en termes d'opérationnalité sur les questions d'aménagement de Mayotte à l'horizon 2050, évidemment. Et dans cet objectif d'action prospective, il est important aussi de penser donc évidemment cette articulation avec l'opérationnel, avec évidemment les architectes, et dans le but aussi donc de travailler, on va dire activement également avec un des acteurs centraux de la reconstruction, qui est bien le PRD.
Et c'est dans cette dynamique et dans cette manière de penser qu'il est aussi important de l'articuler, et on l'a mentionné en début de table ronde, la question évidemment de la révision du schéma d'aménagement régional. Et c'est dans cette perspective-là que nous souhaitons justement alimenter les réflexions de ce document stratégique. Voilà. Et il y a un autre point qui nous semble important à partager, qui est celui aussi donc d'une autre manière de contribuer à cette question de prise en compte du changement climatique. Et c'est là aussi toute l'importance de la dimension stratégique et de la dimension politique, et notamment dans les projets de territoire, stratégies de territoire, qui sont nécessaires justement pour penser et évidemment penser la reconstruction, mettre en place, et c'est aussi tout l'objectif de ces moments de réunion et de partage, d'avoir une vision partagée, en tout cas, et qui est également stratégique. Et donc je poursuis quelques petits instants, simplement aussi pour vous dire que c'est bien le rôle aussi de l'agence de continuer à travailler sur ces questions, et particulièrement sur ces questions de risques littoraux. Et c'est ce que nous menons, donc nous démarrons un travail avec justement le BRGM. Et je remercie aussi Bastien, que j'étais ravie de croiser cet après-midi. Donc justement dans l'objectif de penser et de pouvoir accompagner les collectivités dans leur stratégie de gestion intégrée du littoral. Et enfin, un point qui nous semble important, et vous l'avez déjà entendu, en tout cas évoqué dans cette table ronde, toute cette dimension évidemment de sensibilisation, de communication à un large public, notamment. Donc là, Poursuivez. Très bien. L'agence est en train de mettre en place justement portail des risques naturels à Mayotte, donc site internet qui sera prochainement donc en ligne. On est encore en train de le finaliser, et on a réuni justement à cette occasion-là un ensemble de partenaires donc engagés dans ces questions d'aménagement, évidemment d'architecture, mais également de ce volet amont de prévention et de gestion des risques. Et c'est dans ce souci-là aussi qu'on a souhaité, dans cette réflexion aussi de post-Chido, de pouvoir informer plus largement la population, et également tous les jeunes dont on a parlé à l'université, mais aussi bien les scolaires, dans cet objectif de communication grand public sur les risques naturels. Et de contribution dans un contexte un peu synergique. Absolument, voilà. Et c'est bien l'objectif de l'agence, de travailler dans cette dimension partenariale, justement pour faire au mieux et avancer dans cette dynamique de reconstruction. Très bien. Merci à vous, Madame Wardé, consultante environnement chez Amani Mayotte. Vous aurez le temps de poser vos questions également à Madame Wardé pour plus de précision. Place à présent au représentant de la Société immobilière de Mayotte, Monsieur Moussa Atoumani, directeur du développement et de la maîtrise d'ouvrage à la CIM. La CIM, vous le savez, qui est le principal bailleur de logements sur l'île. Dans cette réflexion collective pour l'accompagnement au développement territorial, quel retour d'expérience dans un premier temps après Chido faites-vous? Vous avez été fortement impacté. Comment vous vous positionnez maintenant dans ce maillage, et quels sont les projets à venir, les projets concrets, et surtout, on le sait, s'il y a des projets, forcément, ça a des coûts. Quelles sont les limites notamment et les contraintes? Okay. D'abord, bonjour à tous, et je profite aussi à mon tour de remercier le CAUE et l'Ordre des architectes pour la sollicitation et l'invitation. Donc pour ma part, pour répondre justement à cette problématique, il est important de souligner qu'il y a des territoires où construire ne relève que de la technique, et d'autres où construire devient un acte de responsabilité. Et nous, à Mayotte, nous sommes plutôt dans ce cas de figure, car, comme vous le savez, comme ça a été dit déjà en préambule et dans les autres interventions, et surtout pour nous, construire du logement ne consiste pas seulement à additionner des mètres carrés, mais à bâtir et à répondre à la pression démographique, à répondre à la vulnérabilité climatique, à la tension foncière, et surtout à une équation économique presque paradoxale. La question qui se pose à la CIM aujourd'hui, c'est surtout, nous, comme ça a été dit, en tant que bailleurs constructeurs, et donc d'une redoutable simplicité. Comment faire pour construire plus résilient, plus durable,
alors même que les coûts de la construction ont doublé en 10 ans. Voilà la question, voilà l'équation. Et permettez-moi d'en rappeler quelques éléments, on va dire, de chiffres concernant la CIM, à savoir qu'aujourd'hui, la CIM, c'est près de 3400 logements, dont 1700 livrés au cours de la dernière décennie, et avec une trajectoire très ambitieuse de 4000 logements sur les 10 ans à venir, à raison de 400 logements par an. Notre retour d'expérience par rapport à Chido, c'est surtout que 1500 logements de notre parc ont été touchés. Et un an plus tard, l'analyse est plutôt lucide, très lucide même, et pleine d'enseignements. Dans les enseignements, c'est que pour nous, les normes n'ont pas vraiment failli. La plupart des bâtiments étaient bien dimensionnés, en tout cas les dernières, suivant les Eurocodes. Mais ce qui a failli parfois, c'est surtout l'exécution. Donc en matière de résistance aux événements climatiques, ce ne sont pas les grandes lignes qui ont cédé, c'est surtout les points singuliers. Donc de par notre première expérience, et quand je dis point singulier, c'est l'ancrage insuffisamment serré, un contreventrement mal positionné, une continuité de charge interrompue, et ce qui fait qu'in fine, toute la chaîne de résistance est rompue. Donc c'est vraiment ces petits détails qui, sur l'année, on va dire, de reconstruction, qui nous a vraiment, on va dire, mis en alerte, et tant et si bien qu'on a organisé aujourd'hui des points d'arrêt obligatoires sur les charpentes. C'est-à-dire aujourd'hui, aucune comble n'est fermé, on ne ferme pas les toitures, on ne ferme pas les faux plafonds, sans avoir contrôlé systématiquement les ancrages, les vérifications exhaustives, que ce soit sur les assemblages, et les validations, surtout conjointes avec le bureau de contrôle et la maîtrise d'œuvre. Et le tout avec des attachements, photos, rapports, visa, et que tout le monde ait vu avant qu'on ferme. Parce que dans les retours d'expérience qu'on a eus, c'est vraiment des détails, des points de détail qui ont fait qu'un point faible a été intégré. Mais nous ne nous arrêtons pas qu'au contrôle, parce que même aujourd'hui, dans la conception, dans les nouvelles opérations, dans nos programmes, on instaure, on va dire, dans la conception, une dissociation structurelle. Par exemple, les auvents, les varangues, toutes les pièces et surtout les espaces extérieurs, on les dissocie, on va dire, en matière de charpente, de la partie la plus noble, bien entendu, en matière pour ne pas qu'il y ait d'effet domino en matière d'arrachement. Une réduction des prises au vent, naturellement, mais aussi une protection mécanique des ouvrants. C'est-à-dire aujourd'hui, on est obligé d'avoir aussi des protections, des volets sur les espaces vitrés pour justement éviter ces phénomènes et surtout les impacts qui, en cascade, engendrent, on va dire, surtout enfin, en cas de phénomène climatique, qui engendrent vraiment des fragilités et puis qui génèrent, on va dire, des faiblesses dans l'ouvrage. Et l'adaptation ne se limite pas au vent. Depuis 2021, nous sommes engagés sur la certification NF Habitat HQE avec Cercal. Cela n'est pas seulement un effet d'image. C'est une exigence méthodique. Et nos axes, là-dedans, qu'est-ce qu'on recherche? On cherche la conception bioclimatique naturellement en milieu tropical, la sobriété énergétique et hydrique, notamment avec aussi des dispositifs d'accompagnement, gestion des eaux pluviales, récupération des eaux pluviales, gestion aussi des eaux grises, bien entendu, parce que vous connaissez nos territoires et ses fragilités en matière climatique. C'est aussi une intégration des matériaux bio et géosourcés, une obligation qu'on impose dans nos programmes, pour que nos maîtres d'œuvre prescrivent aux entreprises ou les entreprises quand on est en conception-réalisation un seuil minimum, on va dire, d'utilisation de matériaux géo et biosourcés. C'est aussi une réduction mesurée de l'empreinte carbone et aussi de la GEP, la gestion intégrée des eaux pluviales, qui a été développée à La Réunion et qui est aussi devenu, on va dire, un principe qui est intégré dans nos projets. Et surtout, avec tout ça, comme je l'ai dit, c'est avec un audit externe, notamment avec Cercal, car la qualité ne progresse réellement que lorsqu'elle est objectivée par un tiers. Nous, on peut s'autocontrôler en disant « Ok, on a regardé, notre opération, elle est bien », mais on peut se tromper. Si on a un tiers qui vient apporter, on va dire, son expertise et son œil critique, ça consolide, on va dire, la solidité et puis surtout la qualité environnementale aussi. Et pendant que nous renforçons nos exigences techniques, la contrainte économique, elle, s'intensifie.
En 10 ans, comme je l'ai dit en préambule, les coûts ont été multipliés par 2. Depuis Chido, des seuils inédits sont atteints. De béton à 2000 € le mètre cube. Des couvertures qui sont passées de 85 € le mètre carré à 150 € le mètre carré. Et des opérations qui dépassent les seuils de 5000 € le mètre carré en CHAB. C'est en 2025-2026, là on a dépassé encore un peu. Contre versus des opérations qui sont livrées aujourd'hui sur la rue du Stade, qui ont été démarrées en 2022-2023, qui sont à moins de 3000 € le mètre carré. Sachant que ce sont des opérations qualitatives où on y a mis de la qualité, mais force est de constater qu'elles coûtent 66%, on va dire, moins cher que ce qui sort actuellement, et qui plus est des opérations très simples. Donc, pour du logement social, naturellement, l'impact est majeur et quasi fatal. Donc, à côté, les subventions, elles ont doublé. Elles n'ont pas doublé, donc elles restent intactes. Donc, forcément, sortir du logement social, vous l'aurez compris, c'est devenu une mission très, très compliquée aujourd'hui. Je parlerai rapidement aussi d'un autre point d'achoppement qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est l'assurance, les assurances, que ce soit décennales ou dommages-ouvrages. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'être assuré. Nous-mêmes, je vous fais la petite confidence, nous avons eu des difficultés, nous, SIM, CDC Habitat, à trouver une assureur d'un dommage-ouvrage et un TRC. Donc nous avons attendu 3 ans, passé par notre groupe CDC Habitat, pour démarcher les assureurs pour être assurés. Et donc, quid des petites entreprises et moyennes entreprises? Donc forcément. Et des constructeurs individuels. Donc c'est devenu très compliqué. Et donc les entreprises qui ne sont plus assurées, ça induit forcément mécaniquement un nombre d'entreprises restant qui est très peu pour répondre à la commande. Et par lien de causalité, moins d'entreprises en lice pour répondre à la commande. C'est une pression sur la concurrence et in fine des prix qui s'envolent. Donc la question théorique n'est pas, la question aujourd'hui n'est pas théorique, c'est aussi une question factuelle. Comment maintenir la production de 400 logements de ce qu'on veut faire dans un modèle économique qui est sous tension en permanence? Voilà. Donc aujourd'hui, en guise de début de réponse, je dirais bien début de réponse et je prends des pincettes, je dirais que nous n'avons pas le luxe d'attendre un retournement de la conjoncture. Nous expérimentons. Et dans les expériences, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Nous avons de la construction hors site, sur lesquels on développe aujourd'hui, donc système de poteaux-poutres, que ce soit avec des remplissages en panneaux FOB ou MOB. Nous avons une opération aujourd'hui qui se développe avec Co-Architecte sur Square Papaye dans ce cadre-là. Des structures comme le bois avec le CLT, GRZ, nous sommes sur Tsonzo sur un projet similaire. Ou encore, toujours, on revient au vernaculaire. Je sais qu'Ibrahim, t'es accro à ce principe. On revient au vernaculaire, notamment avec la brique, notamment avec des projets qui sont actuellement en cours de chantier sur Sarangué à Mamoudzou, avec la brique de terre, justement pour trouver justement des solutions. Et nos choix n'est pas guidé par l'esthétique. Et quand je dis tout ça, c'est guidé par 4 impératifs, à savoir la maîtrise technique accrue, à savoir une réduction des aléas de chantier, une amélioration de la qualité et d'exécution surtout, et surtout, on espère une stabilité, une stagnation, on va dire, progressive des coûts. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons des coûts aujourd'hui qui sont, on va dire, aux antipodes, et puis surtout qui sont les plus élevés, on va dire, de la France. Et forcément, nous, cette innovation aujourd'hui est une stratégie de différenciation, c'est une discipline de gestion de risque, surtout chez nous, pour conclure, dans notre territoire qui est complexe, fragile, où nous devons livrer des logements coûte que coûte, car un logement livré, c'est une famille qui résiste à la tempête qu'elle soit climatique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit économique, car c'est une responsabilité, comme je l'ai dit en préambule, et qui fait aussi la raison d'être de la CIM, que nous portons fièrement parce qu'on sait qu'il y a des difficultés, mais nous devons nous adapter pour sortir du logement parce qu'il y en a besoin. Merci, Monsieur Atoumani. Et
rétrospectivement, il y a un an, par exemple, quand on a une grosse catastrophe, on sait qu'à Mayotte, on est assujetti aux arrivages de matériaux qui viennent de l'extérieur quand il faut reconstruire ou quand il faut refaire des logements. C'est une difficulté supplémentaire, attendre ces matériaux qui n'arrivent pas forcément dans les délais impartis. Ah, tout à fait, hein, c'est parmi les retours d'expérience. Je ne sais pas s'il y a d'autres maîtres d'ouvrage, il y a le rectorat. Je pense qu'on a subi les mêmes sujets. Pénurie de matériaux, et voire même les quelques industries qui étaient présentes sur les territoires qui fabriquaient par exemple de la tôle, il se trouvait que leurs usines ils étaient à plat, ils étaient par terre. Les menuisiers alus, leurs usines, ils étaient par terre aussi. Donc forcément, dans ce contexte-là, c'est un contexte où on est sous tension. C'est même si, quand bien même qu'on a l'argent, parce que c'est difficile aussi, on va dire, de façon très inopinée, on va dire de trouver tout de suite, une fois qu'on a subi un tel cyclone, de trouver des ressources financières pour construire. Et quand bien même qu'on a ces ressources, on n'a pas les matériaux sur place. Donc nous, de notre côté, la première semaine de Chido, nous avions passé commande à La Réunion et en Italie. Pour justement de tôle, pour justement essayer d'anticiper, parce que c'est ce qu'on avait vu quand j'ai appelé le fabricant Rousseau-Padial. Il me dit que mon pauvre, moi-même mon atelier il est par terre, j'ai pas mes plieuses, ils sont HS. Donc j'ai compris que l'heure était très grave et qu'il n'y allait pas y avoir, on va dire, des surprises. Et il fallait anticiper. Nous avons anticipé le plus ce qu'on pouvait anticiper, mais malheureusement, on ne pouvait pas, on va dire, sur tous les produits, être en anticipation. C'était déjà notre principal souci, c'est que tout le monde ait un toit rapidement. Donc, une fois qu'on avait les matériaux, à Mayotte, il n'y a pas beaucoup de charpentiers non plus. Donc, ça se compte sur les doigts d'une main. Donc, les mêmes charpentiers, on était tous en train de se les tirer, que ce soit le rectorat ou l'hôpital ou l'État, en train de les démarcher et puis leur faire... entre guillemets, une petite danse du ventre, parce que à ce moment-là, on va dire, c'était eux qui étaient devenus les rois. Donc forcément, avec des coûts, comme j'ai dit tout à l'heure, de la couverture qui passe de 80 à 150 € le mètre carré. Et c'est un prix, j'espère, pourra descendre, mais la réalité des choses est partout, en tout lieu, en tout temps, on va dire, dans ce genre de sujet. Les prix, ça s'est vérifié qu'ils ont du mal à descendre. Merci à vous, Monsieur Atoumani. Avant de donner la parole à Monsieur Christophe Millet, président du Conseil national de l'Ordre, on va revenir brièvement en une minute, Monsieur Tessier, par rapport à vos propos antérieurs sur cette projection d'ici l'horizon 2050, voire même plus. Comment adapter la construction par rapport au contexte de Mayotte pour une durabilité et surtout pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Ce que j'ai envie de dire là, c'est à quelle échelle on réfléchit à ces choses-là. En fait, Mayotte a été découpée en 17 communes, mais Mayotte ne fonctionne pas comme ça. Il y a 70-75 villages. Et la coutume voulait que les décisions du village étaient prises par les gens qui sont nés au village. Et je pense que ça reste la bonne échelle. Nous, ici au CAUE, quand on s'est dit comment on va faire pour proposer nos services après les catastrophes, comment on va faire, on s'est dit on passe par les communes, on passe par les CCAS, et en fait, ce n'est pas la bonne échelle. La bonne échelle, c'est le village. Mamoudzou, ce n'est pas Mamoudzou, c'est Mamoudzou, Msapere, Vaïbé, Passamenti, Kaweni, Cavani. Voilà, et c'est la bonne échelle. Et je pense que alors on ne parle pas tout à fait de la même chose, Moussa, Nicolas et moi. Nous, on est centrés sur l'aide aux particuliers. Et donc, je pense que, peut-être que différemment d'eux, nous devons aider les particuliers à repenser dans la sphère qui est la leur. Merci beaucoup, Monsieur Tessier. Nous allons donner la parole à Monsieur Christophe Millet, je le rappelle, qui est le président du Conseil national de l'Ordre. Et vous qui êtes avec nous en ligne, dans peu de temps, vous allez pouvoir aussi apporter vos contributions. Alors, Monsieur Millet, par rapport à tout ce qui a été dit, vos rencontres avec les différents acteurs de Mayotte, vous, quel est votre point de vue par rapport à tout cela? Alors, merci déjà de nous donner la parole. Je voudrais... commencer peut-être par rappeler que le Conseil national
et moi-même notamment, on était venus il y a 2 ans, au mois de décembre 2023, avec cette idée que la question des Outre-mer devait reprendre une place centrale dans les politiques publiques, notamment la question de la politique du logement, sur laquelle on s'attardait déjà au Conseil national. Ce que je voulais dire, c'est que 2 ans après, on revient, depuis hier, et l'ambiance n'est plus la même, l'enthousiasme n'est plus la même, la prise de conscience n'est plus la même, et l'envie de faire n'est plus la même. Je le dis avec beaucoup de modestie, parce qu'en venant 2 fois, c'est difficile de tirer des conclusions, et je suis très, très modeste sur ce sujet. Mais pour autant, l'énergie des gens qui nous accueillent depuis 2 jours n'est pas la même que l'énergie des gens qui nous ont accueillis il y a 2 ans, avec cette envie de se réunir, cette envie de parler, cette envie de réfléchir ensemble, et cette envie de faire, y compris de faire peut-être là où il y a 2 ans on nous disait mais non, ici c'est comme ça, et ça ne changera pas parce que c'est comme ça. Là, on n'entend plus ce discours-là. On dit, ok, peut-être que c'était comme ça, mais on a envie de faire autre chose, et on a envie d'avancer, et on a envie d'écrire ce que moi j'appelle un récit de territoire. On a envie d'écrire une histoire commune à Mayotte, qui est celle des 77 villages, qui est celle du quotidien de chacun, et on a envie de le faire. Et puis, on voit que ce soit des jeunes d'origine mahoraise, ou des jeunes qui sont venus peut-être de l'Hexagone ou de la Réunion travailler, ils ont tous envie de ne pas venir pour pour se faire une expérience, ils ont envie de venir s'investir dans ce territoire. Et ça, c'est quelque chose qui est très réconfortant pour nous, et qui va corroborer le projet qu'on est venu défendre ici, notamment celui d'implanter un conseil régional de l'ordre des architectes ici. Pourquoi on souhaite venir être présent, puisque, et je le dis encore avec toute modestie, depuis 2 ans qu'on s'intéresse à la question mahoraise au Conseil national, on a subi des échecs au niveau national vis-à-vis des gouvernements respectifs, notamment sur la question du logement, sur la question de l'aménagement, sur la question des filières, développement des filières, sur la question du trait de côte, sur la question des risques majeurs. Et puis, on a enchaîné les ministres des Outre-mer, on a enchaîné quelques ministres du logement, et pour autant, on a aussi enchaîné les échecs, j'ai pas peur de le dire, pour qu'on trouve un résultat concret ici sur Mayotte. Et les dernières discussions qu'on a pu avoir avec notamment la mission à Paris nous a amené à changer notre position et à nous dire c'est pas à Paris qu'on va devoir discuter de ça. Ça ne marchera pas, même si on se retrouve avec des acteurs d'ici avec lesquels on va discuter à Paris, mais quand on en parle à Paris, on nous oppose le fait que oui, mais à Mayotte c'est différent et vous comprenez pas ce qui se passe. En vrai, moi, vu de mon point de vue national, tous les territoires sont différents. Je vais en Guyane, c'est différent. Je vais en Martinique, c'est différent. Je vais en Corse, c'est autre chose. Et puis quand je vais dans les Alpes ou dans le centre Val-de-Loire, c'est aussi différent. Tout est différent. Et la France est composée de ces différences, et tant mieux. Mayotte est une différence parmi les différences parce qu'elle a connu ce passage, et puis elle a des particularités, qu'elles soient sociales ou religieuses, qui sont assez différentes de celles qu'on a l'habitude de connaître dans les autres territoires. Donc c'est différent, mais pour autant, c'est pas parce que c'est différent qu'on ne doit pas y appliquer une méthode qui est celle qui pour nous, l'ordre des architectes, est la plus importante, c'est l'architecture est expression de la culture. Le cadre de vie, tout ce que vous avez autour de vous, la première chose que vous arrivez quand vous sortez l'aéroport, c'est déjà le dessin de l'aéroport, et en quoi cet aéroport est une expression de la culture locale, en quoi l'architecture est une expression de la culture locale. Et c'est là la question qui nous intéresse. Mais la question nous intéresse à Mayotte, mais elle nous intéresse dans tous les territoires, quels qu'ils soient. Puisque la question de la réhabilitation, la question de la rénovation, la question de l'adaptation des territoires au changement climatique, elle est vraie partout en France. La question des risques majeurs, ici, elle est focalisée là-dessus parce qu'il y a eu ce passage horrible de Chilo, mais il y a eu l'aurora au-dessus de Nice, et puis il y a les inondations, et puis il y a la chaleur, il y a les vagues de chaleur de 2003 qui sont une autre sorte de catastrophe, mais je crois que vous avez édité tout à l'heure les 7 aléas climatiques, et puis qui génèrent des risques sociaux. Donc, partout en France, quels que soient les territoires, ces problématiques se posent de façon identique. Par contre, les réponses ne sont pas les mêmes. Moi, je défends une solution, qui n'est pas la solution miracle, mais qui me semble être la plus importante. Se poser la question de l'architecture en amont des politiques publiques. La question du rôle de l'architecte en amont des politiques publiques. Depuis 3 jours, j'ai l'impression de défendre que cette idée-là, et c'est l'intérêt d'implanter un conseil régional à Mayotte. C'est-à-dire que si on ne convoque pas l'architecture comme expression de la culture, en amont de toutes les décisions publiques, en amont de tout programme politique, on ira sur des solutions qui iront moins vite et plus cher. Je prends des exemples rapides de la question du logement. Tant qu'on essaiera d'importer des modèles de ZAC métropolitaine, hexagonale, à Mayotte, avec des bâtiments en béton, R+2, isolés par l'intérieur, avec des fenêtres PVC, on construira lentement, parce que ce n'est pas accepté,
et plus cher parce que ce ne sont pas des techniques locales. C'est-à-dire qu'on a plusieurs fois entendu parler de résilience. La résilience, c'est avant tout de profiter de cette reconstruction pour développer des filières locales, des industries locales, des entreprises locales, une économie locale qui soit capable à la fois de construire et de rénover et qui soit périn au-delà de 2050. Il y a 14 mandats d'ici. Moi, je regarde. Nous, c'est l'horizon 2100. C'est elle est un peu plus loin que 2050 parce que 2050, j'ai l'impression que c'est déjà joué. Nous, on se projette en 2100. En 2100, il y a 14 mandats municipaux. Le prochain arrive là dans quelques semaines. 14 mandats municipaux. Quel est le témoin qui va permettre à ces 14 maires qui vont se succéder, alors succéder ou succéder eux-mêmes en tout cas, quel est le témoin qui va permettre de s'assurer que le résultat d'ici à 2050 ou à 2100, parce que c'est encore l'objectif, sera obtenu. Ce témoin-là, c'est l'économie locale. Ce sont les vecteurs, ce sont les architectes, ce sont ceux qui restent, c'est ceux qui savent développer les tissus locaux. Et moi, j'aimerais mettre dans un tube de témoins de ces 14 sprinters, parce que ces 14 sprinters, j'aimerais y mettre les architectes, les entreprises, les bailleurs sociaux, les promoteurs, les acteurs, les CAUE et bien entendu, les architectes, et que ce témoin-là soit capable d'en faire quelque chose qui est une sorte de communauté, qu'on puisse se passer, que les élus puissent se passer de mandat en mandat. Et que dans ce témoin, ça soit un témoin qui soit capable d'inventer, d'innover, et surtout d'écrire un récit local. Hier, encore ce matin, on a parlé de la question des écoles, de la question du logement. Quand est-ce qu'on va interroger les architectes ? Non pas une fois qu'on a décidé qu'il y aura un programme quelque part avec une typologie, mais quand est-ce qu'on va les interroger en amont pour dire comment pourrait être le logement mahorais demain avec un budget qui n'est pas de 4 000 mais qui est de 2 000 euros le mètre carré sur un territoire qui fait preuve de risque, enfin qui montre qu'il est implanté sur des risques majeurs, naturels en tout cas. Et puis les architectes, dites-nous. Alors, on a eu les programmes Totem qui ont été quelque chose qui n'a pas spécialement fonctionné, on le sait, mais parce que peut-être qu'on allait loin ou trop loin, ou peut-être que ça n'était pas encadré ou mal repris, mais l'intention de dire que convoquer l'architecture en amont des politiques publiques, c'est la solution et c'est celle qui va intégrer le récit architectural. Ça, c'est la parole de l'ordre. Et implanter un conseil régional de l'ordre des architectes, c'est prendre ce relais-là, être aux côtés des services publics, aux côtés des décideurs publics pour amener et convoquer l'architecture. Monsieur le Président, je propose de garder le micro. Avec nous en ligne, le sénateur Thani Mohamed Swalihi, qui, vous le savez, a été parmi les initiateurs de la commission d'urgence foncière. Monsieur le sénateur, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien. Oui, à mon tour, je tiens vraiment à remercier nos amis du CAUE pour l'organisation de cet événement qui est très, très important. Moi, je suis là avant tout pour écouter parce que nous, législateurs, nous sommes un bout de chaîne, ou un début de chaîne. Tout dépend à partir de quoi on voit les choses. Et plusieurs choses ont été dites et très bien dites, mais j'aimerais revenir sur quelques-unes d'entre elles. Le directeur Moussa a parlé des normes et a indiqué que les normes, ça allait, mais est-ce qu'il ne faut pas les revoir? Est-ce qu'il ne faut pas revoir certaines normes? Les matériaux aussi, vous en avez parlé, les matériaux locaux à privilégier, vous avez parlé de la BTC, de la brique de terre comprimée. Qu'est-ce qu'il en est? Moi, j'évoquerai aussi le bambou. Je les évoque parce que on pense à ces matériaux de remplacement pour plusieurs vertus, notamment la diminution du coût, mais ces matériaux ne sont pas forcément acceptés par la population. Et donc, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous pouvez aussi évoquer la main-d'œuvre et notamment la formation? Parce que tout à l'heure, il s'est agi de ces messieurs qui font la toiture, qu'il fallait prier pour qu'ils fassent le boulot parce qu'il y en a peu. Est-ce qu'il ne faut pas former davantage? Je sais que il y a des choses qui se font, des projets qui sont en cours. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder, je suis en train de travailler dessus, c'est l'assurance.
c'est une véritable catastrophe après la catastrophe, des assureurs qui désertent ou qui refusent, qui atténuent leur participation. Je suis en train de réfléchir à comment remédier à cette situation, y compris en passant par la voie légale. Parce que, effectivement, et c'est pour ça que j'ai tenu à assister à cette réunion, nous avons éventuellement à légiférer. C'est ainsi, vous l'avez rappelé, que nous avons eu à légiférer pour mettre en place la CUF et toutes ces législations en matière foncière. Et donc, face aux sujets qui sont abordés, comment pourrions-nous légiférer? Est-ce qu'il faut légiférer pour améliorer la situation? Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, monsieur le sénateur Thani Mohamed Swalihi. Alors, avant peut-être d'apporter d'autres contributions par rapport à cette intervention, nous avons une autre personne qui est en ligne et qui est avec nous, madame Sophie van der Ejden. Vous êtes au service prévention des risques naturels à la DALM. Bonjour madame. Bonjour, vous m'entendez? Nous vous entendons très bien. Oui, je travaille effectivement à l'unité risque naturel de l'ADN de Mayotte. Merci beaucoup pour les interventions qui ont été menées. J'avais levé la main pendant la précédente thématique. Du coup, c'est plutôt des points par rapport à la précédente thématique. Je ne sais pas si vous préférez qu'on y revienne à la fin. Nous avons très peu de temps, malheureusement. Je vous donne 1 minute, pas plus. Par rapport aux cartes d'aléas, juste pour rappeler que même celles qui ont été portées à connaissance, c'est le règlement type avec les prescriptions qui s'appliquent et que les communes ont le devoir de protéger leur population par rapport à l'information qu'elles donnent, enfin qui est disponible. Donc le fait qu'elles soient portées à connaissance, ça reste que les règles de prescription constructive s'appliquent. Et ensuite, pour l'information sur les cartes, la sensibilisation et la compréhension auprès des habitants. Je voulais juste rappeler aussi que les communes, elles ont un rôle clé à jouer, elles sont proches de leurs administrés et elles ont un devoir d'information par rapport à leurs habitants, que ce soit avec la publication d'un DICRIM, qui est un document d'information, mais aussi tous les 2 ans de faire des sessions de sensibilisation de la population. Et après, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a beaucoup d'associations sur le territoire qui sont motivées pour sensibiliser à ces thématiques et je pense qu'il y a quelque chose à jouer là-dessus. Voilà pour les messages principaux. Sur le changement climatique, il y a des données locales spécifiques à Mayotte qui viennent de sortir, qui sont sorties en octobre-novembre. C'est disponible sur le portail de la DRIAS, DRIAS. Donc là, pour chaque commune, il y a des précisions sur les projections climatiques à échelle locale, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et donc là, ça vient d'arriver pour Mayotte. Je vous mettrai le lien dans le chat. Très bien, merci. Merci. Merci à vous. Très bel après-midi. Alors, je vais donner la parole à madame Wardé. Je vous voyais acquiescer tout à l'heure. Un petit tour de table rapide. Ensuite, nous allons clore. Oui, effectivement, je partage l'ensemble des propos et toutes ces réflexions sur les échelles d'intervention qui sont importantes à avoir en tête, la manière dont on prend en compte et dont on concerte aussi évidemment la population, qui sont des questions qui se posent évidemment différemment selon les territoires, les zones dans lesquelles on travaille. Donc c'est important de le garder en tête. Merci. C'est nous qui vous remercions. Monsieur Moussa Toumani. Mon tour aussi, donc je remercie encore une fois le CAE et l'Ordre des architectes. Et puis par rapport à l'intervention du sénateur Thani sur la législation, notamment par rapport à l'assurance, je pense qu'on tient ici, on va dire, une des clés qui pourrait nous permettre, on va dire, de retrouver une stabilité au niveau des assurances, au niveau des entreprises. Parce que le panel d'entreprises qui n'est pas assuré aujourd'hui, il est légion. Il est vraiment important.
Donc je note vraiment cette intervention du sénateur et on ira le chercher pour voir les évolutions dans le temps parce que c'est vraiment le facteur clé de réussite parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'ont pas accès à la commande publique parce que leur assurance leur a dit au 31/12 surtout de 2025 qu'à partir du 1er janvier 2026 on n'assure plus. Et donc forcément, il y en a qui contournent un petit peu la règle aujourd'hui en allant, on va dire, s'inscrire dans une ville à métropole pour être assuré. Mais dans les petites mentions, tant que c'est pas écrit Mayotte, c'est pas on va dire une assurance qui est bonne, qui peut être retenue pour la dommage ouvrage. Donc forcément, une entreprise qui rentre dans ce cas de figure, nous on l'évince malheureusement parce que le droit, on va dire aujourd'hui, fait en sorte que Mayotte est atypique et puis il faut qu'elle soit intégrée. Donc forcément, cette intervention est très très intéressante et importante pour tout constructeur sur le territoire. Merci à vous, Monsieur Atoumani. Pour clore, Monsieur Tessier, s'il vous plaît, avant de céder la parole au Président. Je voulais revenir sur les questions du sénateur Tani. Sur la question, par exemple, des normes, je pense que encore bien pris en compte ici à Mayotte le fait qu'une norme, c'est pas une contrainte. Une norme, c'est une garantie. C'est quoi la norme? En fait, c'est un moment au XXe siècle où les savoir-faire qui étaient transmis de charpentier à charpentier ou de maçon à maçon, de façon orale et informelle, est devenue écrite. Et cette écriture, elle permet de vérifier que ce qu'on fait, ça a été expérimenté, ça a été testé et que ça va tenir. Et donc, ici, par exemple, on a évoqué la BTC. Maintenant, les écritures, elles existent, depuis 2022. On peut l'utiliser avec toutes les garanties nécessaires. Le bambou, ça vient d'être fait, ça date du mois dernier, je crois. Il y a un index bambou, grâce à vous aussi, le rectorat. Et ainsi de suite. Voilà. Et les filières, c'est pareil. Il y a des filières qui se remontent ici, mais simplement parce qu'elles n'étaient pas écrites, elles n'étaient pas contrôlées. Si on est capable d'avoir un contrôle qualité sur les produits, leur fabrication, leur distribution, leur mise en œuvre, on peut les utiliser. Voilà. Mais ça, c'est peut-être une ambition pour 2100, de devenir, pas autonome, il ne faut pas exagérer, mais de devenir plus... d'avoir des filières et des matériaux qui prennent plus de place dans la sphère de la construction. Voilà. Vous me redonnerez la parole parce que je dois annoncer la table ronde suivante après. Mais très bien, très bien. Alors, on voit bien, Monsieur le Président, que l'enjeu ici est vraiment transversal, en mobilisant à la fois les savoirs scientifiques, les cadres réglementaires ou encore les acteurs du terrain et les professionnels de l'architecture. Ah oui, et je rajouterais l'acceptabilité sociale, qui est un des enjeux principaux, qui est aussi l'enjeu de la commande publique, notamment puisqu'on voit que le retour aux matériaux bio et géosourcés qui ont pu faire l'architecture vernaculaire aujourd'hui, sans être contestée, elle n'est pas forcément appréciée, vous l'avez dit, on l'a entendu depuis ces 2 derniers jours. Moi, je voudrais dire que l'urgence n'est pas de dénormer, l'urgence c'est d'innover. Innover sur un territoire qui a besoin d'innovation, mais qui a besoin de créer ses propres innovations. Pour innover, il faut investir, il faut de la recherche, il faut des ressources, il faut de l'ingénierie locale. Peut-être un chiffre, mais en France, on est à 44 architectes pour 100 000 habitants en moyenne. Ici, c'est 10 architectes pour 100 000 habitants. En Allemagne, c'est 120. Ça vous donne un peu aussi la nécessité de retrouver de l'ingénierie locale en masse pour prendre le temps de faire, prendre le temps d'innover, prendre le temps de réfléchir. C'est aussi ça qu'on va défendre dans les années à venir, c'est-à-dire s'assurer d'une présence d'une ingénierie locale indépendante, d'architectes notamment, mais pas que, parce qu'ils ne feront pas ça tout seuls, pour apporter les réponses à ce territoire. Mais, et j'ai envie de le dire, en espérant que cet enthousiasme soit, qui est une catastrophe qui est horrible, mais que cet enthousiasme perdure. Et qui est peut-être la leçon que je tirais de ces derniers mois, c'est la création d'un enthousiasme et d'une envie de faire de cette île quelque chose qui est complètement différent de ce qu'elle a pu être et qu'on a envie joyeuse et heureuse. Voilà.
et beaucoup d'optimisme. Merci à vous, Monsieur le Président. Christophe Millet, président du Conseil national de l'Ordre des architectes, pour cette belle intervention. Et pour terminer, Monsieur Tessier, on n'a qu'une question à la bouche. Alors, c'est dans combien de temps la prochaine table ronde? Alors, on reprend le rythme mensuel et donc la prochaine table ronde, pour ceux qui sont ici en ligne, et tous les, je sais pas, un millier d'adresses dont on dispose, elle aura lieu le 26 mars, le jeudi 26 mars à la même heure, et elle portera sur le foncier. Et elle sera suivie de plusieurs autres tables rondes sur le foncier, parce que c'est une question aiguë ici, et surtout complexe. Donc la première posera un peu quelles sont les règles foncières qui s'appliquent ici aujourd'hui, et puis les suivantes s'attaqueront à des cas plus concrets. C'est noté. Voilà. Merci. Bienvenue à tous, à la prochaine. Nous y serons. Merci à toutes et à tous. Merci à nos participants. Merci à celles et ceux qui nous suivent à Mayotte ou ailleurs. Et je vous souhaite à tous un très bel après-midi. Merci.